voulez vous faire une surprise. Et ça, c'en est une. Faire une surprise, vous vouliez me repenser, oui? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on attaque le second gros film de cette semaine. Alors je sais pas si je peux me permettre de le qualifier de film, celui-là aussi, hein, mais oui, on va parler de l'adaptation live des Chevaliers du Zodiaque. Regardez-moi cette belle affiche. Donc projet de longue date, initié au départ par le créateur du manga lui-même, mais qui a tellement été long à se mettre en place, ce qui finalement n'a rien d'étonnant quand on sait que justement les adaptations de manga de manière générale sont très compliquées, parce qu'il est toujours question, au même titre qu'une adaptation de jeu vidéo d'ailleurs, hein, de pouvoir satisfaire une communauté de fans qui seront intransigeants et qui feront notamment la pluie ou le beau temps sur le film en question à sa sortie. Et donc c'est Tomasz Bagiński, ou Tomek Bagiński, hein, donc petit graphiste et réalisateur polonais réputé avant tout dans le domaine des courts-métrages graphiques, dont notamment ceux des cinématiques de jeux vidéo, ou encore réputé pour le fameux primé aux Academy Awards court-métrage qui s'appelait The Cathedral. Et moi, perso, j'avoue que ça fait un petit moment que je suis le bonhomme en question, puisqu'il avait initié un gros projet cinématographique du nom de Hardcore 44, dont vous aurez la possibilité de trouver sur le net quelques petits artworks qui étaient quand même bien salivants, hein. Donc je vous laisserai d'ailleurs un lien en description sous la vidéo. Et donc Hardcore 44, un projet qui hélas n'a pas abouti parce que ils n'ont pas trouvé de producteur qui était capable d'assumer jusqu'au bout le projet en question. Donc Tomek Bagiński, un mec avec un potentiel de départ qui est pas négligeable, hein. Il est un petit peu du même acabit que par exemple des mecs comme Neil Blomkamp ou même encore Joseph Kosinski. Sauf que lui n'a pas eu véritablement l'opportunité de s'exercer et de faire ses faits d'armes dans le domaine du cinéma pur et dur en tant que réalisateur. Mais revenons donc au film, et bon, on va pas tourner autour du pot pendant 36 ans, hein, d'autant qu'on a déjà eu pas mal de retours outre-Atlantique et Asie. Mais oui, c'est ultra mauvais, et je le dis pas par plaisir, hein, mais parce que moi, faut quand même le préciser, ça me fait chier de voir un tel gâchis, surtout venant d'un de mes programmes de jeunesse de l'époque, du Club Dorothée, puisque c'était en plein dans ma génération, hein. Mais là, ouais, c'est littéralement nul, quoi. Je comprends pas comment Sony a pu oser laisser se faire un truc pareil. Ceci dit, j'ai ma petite théorie que je vous partagerai tout à l'heure, donc vous me direz justement ce que vous en penserez dans les commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter évidemment à vous abonner à la chaîne afin de nourrir mon effort de guerre dans le YouTube Ciné Game. Voilà, ça c'est fait. Mais oui, c'est quand même assez dingue de se dire que, par exemple, Netflix a maintes fois servi d'exemple en matière d'adaptation de manga, et que lorsque c'est mal fait, justement, ça leur a pas valu bonne presse. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'adaptation de One Piece, en l'occurrence, est encore en travaux, parce que là, il n'est pas question de se louper sur un truc pareil. Mais oui, on peut dire que c'est quand même assez étonnant de la part de Sony de faire un truc pareil quand tu sais justement que tu as un tel matériau de base à très fort potentiel, hein, et que tu envisages de livrer en plus une franchise sur 6 films, parce que c'est ce qui était prévu, et donc d'en faire un truc finalement aussi foireux, quoi. Oui, parce que, à mon sens, Senseiya, c'est un peu le genre de franchise qui peut aller très loin, mais à condition de mettre le paquet dessus. Après tout, si Disney a su le faire avec les comics, notamment à travers Marvel, je vois pas ce qu'il y a d'insurmontable à le faire avec des mangas. À partir du moment où tu respectes le matériau d'origine, il n'y a pas de souci. Donc 6 films envisagés, puisque à la base, et c'est ça le plus dingue, le titre c'est Les Chevaliers du Zodiaque, le commencement. Bon désormais on peut rebaptiser le film Commencement et Fin. Bah oui, parce qu'au final le film n'a même pas fait 1 million de recettes, alors qu'il en a coûté quand même 60 millions. Et que justement dans certains pays ça a quand même déjà 3 semaines d'exploitation, notamment en Amérique latine, et ça a énormément floppé là-bas, alors que de base le manga a une cote incroyable. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, 60 millions, après effectivement c'est pas dingo quoi comme budget hein, non plus, pour un tel projet en l'occurrence, mais c'est en partie pour ça aussi que c'est mauvais, parce que le budget était déjà pas suffisant.
Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi les intentions artistiques derrière. Mais en même temps, quand tu as vu les trailers, est-ce que tu as envie de te jeter dans ce genre de piège à con quand tu as déjà en plus vécu autrefois Dragon Ball Evolution? Bah, je sais pas, hein, ça explique peut-être les chiffres actuels. Hein. Bah, d'ailleurs, justement, en parlant de ça, est-ce que Dragon Ball Evolution est-il détrôné de son poste de navet absolu par ce film? Eh bah, même pas à mon sens. Alors disons que oui, les Chevaliers du Zodiaque est moins mauvais que Dragon Ball Evolution, ça c'est évident, de toute façon on peut pas faire pire dans la forme et plus insultant aux matériaux d'origine, mais les Chevaliers du Zodiaque, c'est moins intéressant à regarder, à mon sens. Enfin, quand je dis moins intéressant, c'est moins fun, quoi. Parce que Dragon Ball Evolution, c'est un gros naftouze à la limite du nanar, et ça s'assumait parfaitement ainsi. Ça n'avait aucune ambition au sens propre comme figuré. Et puis on va pas se le cacher, c'est un film, voilà, dans une soirée entre potes avec de la pizza et puis un pack de glutes, ça passe nickel. Hein. Alors que les Chevaliers du Zodiaque, ça envisage quand même de livrer un truc qui tient un tant soit peu le pavé. Ça se targue d'être un tant soit peu sérieux, d'avoir une certaine identité, qui n'est pas la bonne, puisque effectivement c'est pas l'identité propre du manga, et pour un résultat donc pas beaucoup plus reluisant, quoi. Alors le traitement global du film fait que justement ça peut pas tenir la route de manière générale. Alors certes ça reprend les personnages principaux du manga, tout du moins une partie, puisque évidemment quand tu envisages de livrer 6 films, tu déballes pas tout d'un coup, tu y vas progressivement, mais la fidélité au support d'origine, on repassera quoi. Alors que pourtant c'est ce qui est censé être primordial. Tout comme l'univers qui est présenté ici est complètement à chier. Hein. La force des Chevaliers du Zodiaque, c'était d'user de nombreuses mythologies, dont principalement la grecque, pour établir un contexte qui nourrirait cet univers. Alors que ici, c'est anecdotique au possible. D'autant qu'on te mélange ça avec des éléments high-tech qui ont rien à foutre là, tu sais, t'as l'impression de mater G.I. Joe, quoi. Ouais, parce que à la base, c'était ça, les Chevaliers du Zodiaque. La sauvegarde donc d'un royaume face à des êtres puissants, c'était une véritable épopée animée. Là, c'est ni plus ni moins qu'un film avec un héros qui a été choisi pour protéger une gentille fifille face à des méchants, donc comme un bon gros blockbuster lambda, quoi. Et alors bon, je vais tempérer parce que c'est vrai que même si dans la production design, tu sens quand même qu'ils ont une intention de coller à certains décors du manga, comme on le voyait dans le trailer, ou au moins du premier animé. Mais le problème, c'est que le résultat final, c'est d'une laideur absolue. Oh la vache, le rendu définitif, mais la moindre roche, c'est du CGI qui tâche. Et pour compléter tout ça, ce qui n'arrange rien à l'affaire d'ailleurs, c'est l'atmosphère générale. Parce que au-delà de vouloir donner justement une tonalité pseudo-sérieuse au truc, on a voulu aussi lui attribuer un visuel concordant. Donc particulièrement sombre, alors que l'animé, malgré sa violence évidente, était quand même assez coloré. Ici, tout est terne, les filtres colorimétriques sont d'une laideur, mais c'est... En définitive, tu vois rien, quoi. Et alors, la mise en scène... mais c'est clairement pas là pour arranger les choses, hein. Notamment dans le combat final qui, en plus de se foutre du support d'origine, est absolument nul à chier. Donc avec les deux mecs qui se battent avec leurs armures dégueulasses dans une bouillie numérique censée donc caractériser leur fameuse aura de cosmos, quoi. Mais ouais, les armures, t'as zéro texture, tu sais, t'as l'impression de voir un truc dans l'esprit des adaptations live d'autrefois, tu sais, de Gantz et compagnie, quoi. C'est complètement foiré, c'est horrible, c'est horrible. Les mecs, quand tu les vois porter le truc, tu sens le fond vert, enfin pas le fond vert, mais la combinaison verte, quoi. Y a rien, c'est pas palpable. Bon d'ailleurs, si Seiya est à peu près acceptable dans son traitement, on n'en dira pas autant de Phoenix, hein, qui, à mon sens, est un gâchis absolu. Alors que s'il y a bien un personnage que tu dois pas foirer, c'est bien lui, quoi. Donc un affrontement où d'ailleurs tu te demandes si les gens en charge du film ont ne serait-ce vu qu'un seul épisode de l'animé pour comprendre justement comment est traduit visuellement l'esthétique des combats, ou même ne serait-ce que le mythique coup des Chevaliers du Zodiaque, hein, le coup par excellence, à savoir le météore de Pégase. Non mais là, quand tu vois la gueule du météore de Pégase, mais facepalm, quoi.
Non mais on en est rendu à un point où là c'est pas compliqué, hein. Shingo Araki, donc le créateur des visuels de l'animé, a moyen de se retourner dans sa tombe. Ah bah les gars, franchement, accrochez-lui une dynamo dans le dos, hein. Il va alimenter le Japon à lui tout seul. Hein. Là en fait, si tu veux, quitte à faire une comparaison, je dirais que j'ai eu l'impression de voir un truc aussi foireux et dégueulasse que Mortal Kombat, donc la fameuse version 2021 ou 2020, enfin bref, voilà. Et que pourtant, Mortal Kombat surpasse à mon sens. Et Dieu sait que je vomis devant ce film. Parce que bon, Mortal Kombat, ça pue la fauche, c'était mauvais dans l'écriture et surtout dans les chorégraphies de combat, mais ça dégoulinait pas de CGI de partout au point de l'overdose, comme c'est le cas justement dans Les Chevaliers du Zodiaque. Bon alors, l'histoire qui tourne autour de la sûreté d'Athéna est quand même bien claquée au sol, hein, avec deux clans qui se sont formés, l'un pour défendre et l'autre justement pour faire l'inverse. Et alors, petit mot rapide sur le casting qui est, on va dire, correct. Alors attention, hein, je dis correct par rapport à tout le reste du film, hein, je parle dans une symbolique d'ensemble, donc que ce soit l'acteur qui joue Seiya, ça va, ça passe, parce que c'est vrai qu'il semble quand même se prêter pas mal au jeu. Ou même Famke Janssen et Sean Bean, hein, donc Sean Bean toujours aussi appréciable malgré tout, même dans des mauvais films, et qui, comme d'habitude, fait honneur à sa réputation. Oups. Je crois que j'ai lâché un gros spoiler en disant ça, non? Bref, comprendra qui veut. Mais oui, c'est clair, Les Chevaliers du Zodiaque, c'est littéralement nul. Je suis désolé de le dire. J'ai beau aimer l'animé, je ne plierai pas le genou devant cette merde, même par pure nostalgie. Parce que c'est inacceptable que des franchises à très haut potentiel comme celle-ci démarrent en peau de chagrin, parce que on ne se soucie pas du traitement du support d'origine et qu'au final, on ne demeure de fidèle que le titre, quoi. Je le rappelle, mais si les adaptations de Marvel, pourtant je peux pas dire que je sois depuis quelque temps un véritable défenseur de cette licence, mais si Marvel en est à avoir autant cartonné sur la longueur, c'est parce que au départ, la prod a été quand même un minimum soucieuse d'être fidèle à ce qu'elle adaptait. Ah oui, et donc j'allais oublier ma fameuse petite théorie, mais c'est vrai que là, entre Dragon Ball Evolution et Les Chevaliers du Zodiaque, qui se tirent un petit peu la bourre dans le domaine de la nudité, je tiens quand même à préciser que les deux ont été faits sous la production de Tom Rossman, qui a donc sa réputation quand même, hein. Je dis ça, je dis rien, mais le hasard, tout ça... Le fait que ce même homme, dans deux sociétés de production différentes, soit finalement rattaché à deux films, deux adaptations live de manga d'une nudité absolue, pour moi c'est quand même assez révélateur. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Pensez évidemment à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!